Bienvenue à tous. Pourquoi s'intéresser à la gravitation? D'une part, parce que c'est quelque chose qui nous concerne en tout temps et en tout lieu. Ce phénomène est tellement naturel, par exemple au même titre que respirer, que le plus souvent nous en faisons l'expérience de manière naïve, passive, sans nous en apercevoir. D'autre part, c'est intéressant parce que cela nous permet de mieux cerner l'univers qui nous entoure et de mieux cerner l'astronomie. C'est donc pour moi un thème incontournable qui me paraît être le préalable à pas mal de sujets. Pour les personnes profanes qui n'y connaissent rien, cela peut sembler être une chose complexe. Mais en prenant le temps de s'y intéresser, eh bien ça reste assez accessible. Notre objectif aujourd'hui va être de comprendre ce que c'est, comment on en est arrivé à la description scientifique du phénomène et d'avoir de solides bases pour pouvoir s'intéresser à divers autres phénomènes astronomiques. Il convient de préciser que nous approchons aujourd'hui la gravitation universelle sous l'angle newtonien. Le modèle avancé il y a plus d'un siècle par Einstein pour expliquer la gravitation, avec sa célèbre théorie dite de la relativité générale, ne sera pas abordé, mais fera probablement l'objet d'un développement dédié ultérieur. J'ai découpé l'approche en deux parties majeures. D'abord, la gravitation avant Newton, en suivant un cheminement historique jusqu'à lui. Puis, dans la prochaine vidéo, la gravitation décrite par celui-ci. En gros, le point culminant de cette série de vidéos sera le moment où l'on s'intéressera aux découvertes de Newton. Mais avant cela, aujourd'hui donc, on va voir quels outils le type avait à sa disposition pour bâtir sa réflexion. C'est parti. Avant Newton, on s'intéresse déjà à la chute des corps. Comprenez des objets, des choses composées de matière, comme un marteau, un vase, un fruit, etc. Nous pouvons au départ citer Aristote, qui, durant la période antique, propose des explications de ce qu'il observe sur la chute des corps. Pour rappel, Aristote est un philosophe grec, disciple de Platon, ayant vécu entre environ 384 et 322 avant Jésus-Christ. Il n'était pas seulement un philosophe réputé, mais aussi quelqu'un qui souhaitait expliquer l'environnement qui l'entourait. Pour lui, il y a deux types de mondes. D'abord, le monde sublunaire, sub en dessous de la Lune, donc de son orbite. Monde où s'opère transformation et changement. Il est constitué de 4 éléments: la terre, l'eau, l'air et le feu. La matière, les corps existants, ne sont qu'un mélange issu de plusieurs de ces éléments. À partir de la Lune et au-delà, il y a le monde supralunaire, supra au-dessus, c'est celui du divin, un monde inaltérable, dépourvu de variations. Et là réside la quintessence, le 5e élément. Quinte renvoie au chiffre 5, comme en musique, la quinte. Le 5e élément est l'éther. Ces astres supralunaires se déplacent en décrivant des mouvements circulaires uniformes. À signaler qu'Aristote est quelqu'un empreint d'une vision géocentrique du monde. Géo renvoyant à la Terre, donc la Terre placée au centre de l'univers. Dans le monde sublunaire, les éléments les plus lourds, tels que la Terre et l'eau, se dirigent vers le centre de la Terre, donc le centre de l'univers. Géocentrisme oblige. Les légers, comme l'air et le feu, se dirigent vers la périphérie du monde sublunaire. Notons qu'Aristote a déjà l'intuition d'un centre qui attirerait en quelque sorte les choses à lui. Il conçoit le sublunaire comme une succession de couches concentriques, les couches de terre et d'eau s'additionnant pour former diverses strates. Ce raisonnement général le conduit à penser que notre planète a une forme sphérique. Contrairement à ce que l'on peut à tort penser des temps les plus reculés que le nôtre, il est admis depuis longtemps que la Terre n'est pas plate. C'est à la Renaissance, période historique qui veut rompre avec le Moyen-Âge, qu'on affirma que parfois les gens de cette époque croyaient en un monde plat, comme pour les tourner en dérision. On a souvent voulu étiqueter le Moyen-Âge comme la période de l'obscurantisme, mais c'est inexact. Il y a eu certes une distanciation avec l'Antiquité et ses découvertes, mais il suffit de s'intéresser à cette vaste époque historique pour s'apercevoir qu'elle recèle aussi son lot d'intérêts et de progrès. Et actuellement, une minorité de personnes, hélas parfois trop visibles, se persuadent d'une Terre plate, sans preuve ni raisonnement vérifiable et correct, en faisant fi des lois de la physique. Bon, il est vrai que si je me place au sommet d'une montagne,
entouré de plateaux bien plats. Lorsque je regarde à l'horizon, je ne perçois pas la forme arrondie de la planète, parce que je ne peux pas voir la courbure de la Terre depuis mon point de vue, mon point d'observation. Celle-ci se situe au-delà de l'horizon, bien au-delà de ce que je peux percevoir à l'œil nu. Idem lorsque je suis à la plage et que je regarde au large. Mais un minimum d'études scolaires basiques peut expliquer pourquoi et comment se fait-il que la planète soit, entre guillemets, sphérique. Aristote disait donc « Et si l'on déplaçait la Terre et qu'on l'a mis là où est maintenant la Lune ? Chacune des parties qui composent la Terre ne se porterait pas vers la Lune, mais elle se porterait là où elle se porte maintenant, vers le centre de l'univers. » Bon, c'est vrai qu'une personne novice, n'y connaissant rien au ciel et à l'espace, peut légitimement avoir l'impression que, vu depuis la Terre, des astres comme le Soleil ou encore la Lune semblent se mouvoir autour de nous comme si nous étions immobiles. En effet, rien de notre point de vue terrestre à nous n'indique un quelconque mouvement de la Terre par rapport aux autres astres, puisque nous sommes situés sur cette même Terre, alors que le mouvement des astres, lui, est observable. On voit clairement quotidiennement le Soleil et la Lune bouger dans le ciel, mais nous n'avons pas d'observatoire tiers, ailleurs que sur Terre, pour observer le mouvement de la Terre vis-à-vis des autres corps célestes. À la marge, on peut citer également Ptolémée, autre célèbre auteur antique, qui défendait également le géocentrisme, adepte notamment d'un mouvement des astres décrivant un épicycle, une sorte de mouvement circulaire. Le modèle aristotélicien des mouvements circulaires uniformes, d'un monde géocentrique où se discriminent les cieux d'une part et la terre d'autre part, perdurera solidement pendant des siècles et sera le modèle dominant durant tout le Moyen Âge. Parlons désormais de Copernic. Nicolas Copernic est un astronome considéré aujourd'hui comme polonais, ayant vécu entre 1473 et 1543. Bon, c'est quelqu'un qui doute des affirmations antiques énoncées précédemment. Il vit à une époque où l'Église catholique défend l'idée d'un homme au centre de l'univers, puisque celui-ci se trouve sur Terre. Alors, celle-ci est le centre de l'univers. En ce temps-là, il y avait notamment la fameuse Inquisition. Vous savez, ce tribunal ecclésiastique surpuissant qui traduisait en justice les défenseurs de thèses dissidentes. En s'intéressant au mouvement épicycloïdal des planètes, il remarque que les prédictions attendues lors des divers calculs s'y rapportant ne sont pas toujours exactes. Copernic vivait à l'époque de la Renaissance, fortement caractérisée par le mouvement humaniste, friand de la redécouverte de la pensée antique. Il s'intéresse à une vision d'un soleil centre de tout, déjà avancée par certains auteurs de l'Antiquité. Sur cette inspiration, il développe alors un système où le soleil est le centre de l'univers, en assignant deux mouvements à la Terre, et plus largement aux autres corps célestes. Un mouvement de rotation, tour sur elle-même, et un de révolution, boucle circulaire autour du Soleil. Il bascule donc d'un système géocentrique à un système dit héliocentrique, le préfixe hélios se rapportant au Soleil. Et une telle conception permet de corriger bien des anomalies célestes observées jusqu'alors, parce que lorsque l'on situait la Terre au centre, on pouvait constater des choses bizarres. Mais le problème à l'époque, c'est qu'une telle vision du monde remet en question plus d'un millénaire de pensée aristotélicienne. Les corps lourds ne se déplacent pas vers le centre de la Terre, car elle n'est pas le centre du monde. Pour Copernic, chaque astre recèle un point en son cœur qui attire les choses à lui, permettant à l'ensemble de rester unifié. Donc vous voyez, là on a un embryon d'idée de gravité. En conséquence, cela vient contredire la vision géocentrique aussi partagée par l'Église catholique. Du coup, craignant pour sa vie, il reporte la publication de ses recherches au moment de sa mort. Alors, Copernic n'est pas le seul à apparaître comme étant un dissident. Giordano Bruno, un religieux italien contemporain de son époque donc, sera lui beaucoup plus audacieux, pour ne pas dire provocateur, insolent et inconscient. Déjà, théologiquement parlant, il est porteur de fortes divergences sur des points chrétiens fondamentaux qui, même aujourd'hui, pourraient paraître hérétiques. Juste une illustration.
Dans la chrétienté, le concept de résurrection de Jésus-Christ et de vie éternelle est primordial. Mais pour lui, non, il y a réincarnation des âmes. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est aussi partisan de l'héliocentrisme. Pour lui d'ailleurs, point de centre, de limite, l'univers c'est un espace comme ça, libre, profond, contenant potentiellement d'autres formes de vie. Et, élément hyper, je dirais, avant-gardiste, chaque soleil serait un centre pour d'autres astres. Vous comprendrez plus tard pourquoi ces remarques sont vraiment, on va dire, dingues. Mais il aurait mieux eu fait de se taire comme Copernic car il va subir littéralement un supplice du fait de son audace. Il finit ainsi brûlé, semble-t-il avec la langue cloutée, histoire de s'assurer qu'il arrête de l'ouvrir. Quoi qu'il en soit, on a là une énorme avancée qui servira grandement les savants à venir, d'où l'expression popularisée de révolution copernicienne. La remise en cause des conceptions d'Aristote se poursuivit encore dans le siècle. Nous sommes en 1572, lorsqu'un astre inédit se présente dans le ciel, jamais remarqué auparavant. Celui-ci est vraiment spécial puisqu'il brille remarquablement en plein jour pendant près d'un mois et sera encore visible pendant environ une année et demie. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agissait de la mort d'une étoile, une supernova, à savoir la nova de Tycho. Je ne sais pas si on doit dire Tyro ou Tycho, mais moi je dirais Tycho. On parlera à coup sûr des supernovas un jour. Dans le contexte dominant de l'époque, à savoir un monde supralunaire statique, immobile, les astronomes remarquent que cet astre lumineux étrange se situe nécessairement au-delà de la Lune et demeure fixe pendant des mois. Mais ça pose problème. Les choses de ce secteur du ciel sont censées rester les mêmes. Il ne doit pas y avoir de changement, puisque la zone est supposée inaltérable. Rien ne doit disparaître, rien ne doit apparaître. Après différents calculs et mesures, l'astronome danois Tycho Brahe démontre effectivement que celle-ci était absolument immobile vis-à-vis des autres étoiles, qui restent fixes. Or, si cet intrigant objet avait été dans le voisinage de la Terre, il aurait dû se déplacer dans le ciel, à l'instar des planètes. D'ailleurs, l'étymologie du mot planète vient du grec et désigne un astre en mouvement. Tycho Brahe en conclut que l'astre se situe beaucoup plus loin que les planètes, dans le domaine des étoiles. Les cieux ne sont donc pas immuables, car il y a bien eu quelque chose qui a bougé là-bas, dans cet espace supralunaire prétendument statique. Faisons maintenant un bond en avant de 5 ans, en 1577. Notre brave Tycho remarque une comète. Un astre qui, lui, est bien mobile par nature, contrairement aux étoiles auxquelles on assigne l'immobilisme. À l'époque, on analysait les comètes comme des perturbations atmosphériques de notre planète, donc du monde sublunaire. La comète qu'il observe se déplace lentement, certes, plus lentement que la Lune d'ailleurs, mais elle se déplace tout de même dans, entre guillemets, l'immobile de la zone supralunaire. Cette observation vient donc également corroborer ce qui fut observé 5 ans plus tôt, en mettant à mal cette vision du monde ultralunaire. Tycho constate même que sa trajectoire est plutôt quelque chose d'ovale que circulaire, comme une ellipse. Donc les cieux sont bien altérables, ils ne sont pas immobiles. Ultérieurement, Kepler, astronome allemand du même siècle, s'associe à la vision héliocentrique copernicienne. Il sent que le Soleil aurait une sorte d'âme, de force entre guillemets, qui rend mobile les autres planètes. Il s'intéresse beaucoup aux travaux de Tycho, au point qu'il finit par travailler avec lui. Après une longue étude de plusieurs années de l'orbite de la planète Mars, il aboutit aux fameuses 3 lois de Kepler. Sans rentrer dans le détail de ces lois, que l'on verra bientôt, ça je vous le garantis, retenez qu'il établit que les planètes décrivent une trajectoire orbitale non pas épicycloïdale, je rappelle en gros circulaire, mais elliptique, disons ovale, dont l'un des foyers, comprendre par là centre entre guillemets, est le Soleil. Ainsi, nous pouvons remarquer 2 choses. La première, c'est que ce mouvement elliptique n'est pas quelque chose d'isolé, remarqué seulement sur la comète observée juste avant par Tycho. Mais c'est entre guillemets une propriété des planètes du système solaire,
quelque chose de plus général, qui ne concerne pas seulement un vague caillou à la dérive dans l'espace. C'est alors que la vision des mouvements circulaires uniformes tombe. La seconde chose remarquable, c'est que ces planètes tournent elliptiquement autour du Soleil, et non pas de la Terre. De facto, par cette conclusion, Kepler se positionne bien comme un partisan d'un modèle héliocentrique. Autre point important, Kepler affirme que l'attraction est mutuelle entre deux corps apparentés, c'est-à-dire semblables. Pierre et Terre s'attirent réciproquement, ou encore deux pierres entre elles. Il en serait de même avec la Terre à l'égard de la Lune, ou inversement de la Lune à l'égard de la Terre, et devraient même se rejoindre s'il n'y avait pas une chose entre guillemets mystérieuse qui les maintenait telles qu'elles le sont. Cette attraction serait même proportionnelle à la grandeur du corps. Kepler esquisse donc à son tour, petit à petit, ce qu'est la gravité. Donc vous voyez, on progresse pas mal là. Galileo Galilei, dit Galilée, est un physicien et astronome italien, né en 1564 et mort en 1642. C'est un savant de prestige qui a beaucoup contribué au progrès des sciences. Je pense que lui, c'est un des plus gros savants de l'histoire. Un vrai crack. Il partage la vision de Copernic sur l'héliocentrisme et la gravité. Les parties de la Terre se meuvent naturellement vers son centre pour se réunir en un tout uniforme, afin de conserver une forme sphérique, et non pour filer vers le centre du monde. Cependant, il ignore la nature de cette gravité. Il s'interroge simplement sur les effets de celle-ci. Mais tout au long de sa vie, il demeura prudent de crainte de s'attirer les foudres de l'Inquisition. Il ne voulait pas faire une Giordano Bruno. D'ailleurs, c'est dans ce contexte, lorsque l'Église lui fera abjurer sa croyance de l'héliocentrisme, qu'on lui attribuera la célèbre phrase « Et pourtant, elle tourne », qu'il aurait ainsi murmuré. Avant de nous appesantir sur ce personnage, il convient de faire un détour pour préciser une notion qui sera récurrente concernant la gravitation, la masse. Au quotidien, on emploie souvent mal le verbe peser, parce que lorsque l'on pèse, on croit relever le poids, mais en réalité on relève la masse. On en a tous fait l'expérience au moins une fois, moi le premier. C'est plutôt logique car peser et poids sonnent proches, ça se ressemble. En réalité, la masse, c'est la quantité de matière dont est composé un corps et s'exprime en kilogrammes. Une pomme, une voiture, un astre, un enfant, etc. Pour ceux qui débarquent, j'ai déjà proposé 2 vidéos sur la matière, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Cette masse, elle, est invariable. Elle ne change jamais dans l'espace, dans le cosmos, ou que l'on soit dans l'univers. Sauf si l'on maigrit ou que l'on grossit, bien sûr. Quand je monte sur ma balance, je me pèse et obtiens une masse qui, pour ma part, est actuellement d'environ 70 kg. Et à un instant T, ma masse de 70 kg sera la même ici sur Terre, ou sur Jupiter, ou encore sur la Lune s'il m'était permis de m'y rendre. Parce que la matière dont je suis composé, c'est-à-dire les atomes et molécules composant ma chair, l'eau de mon corps, etc., eh bien ça ne change pas selon l'endroit où je me situe. C'est strictement la même chose lorsque je pèse mes fruits et légumes au supermarché. Donc, pour être précis, j'ai une masse et non un poids de 70 kg. Évidemment, au quotidien, par simplicité, on dira plutôt « mon poids est de 70 kg », tant la confusion est répandue. Mais intellectuellement, maintenant, on saura à quoi renvoie exactement la valeur que je relève sur ma balance. On pèse une masse. D'ailleurs, on ne parle pas, par exemple, de poids musculaire, mais bien de masse musculaire. Ou encore, on ne parle pas d'IPC, d'indice de poids corporel, mais bien d'IMC, d'indice de masse corporelle. Attention aussi à ne pas confondre la masse avec le volume. Le volume va mesurer l'extension d'un objet, d'un corps ou d'une partie de l'espace. Le volume, disons que c'est le contenant, la masse, la matière contenue dans ce même contenant. Imaginez 2 boîtes à chaussures. Une première contenant des talons, une deuxième plus grande, mais vide. Et bien la première, plus petite, donc moins volumineuse, pèsera plus lourd, sera plus massive que la seconde, pourtant plus volumineuse, car la première contiendra plus de choses, plus de matière, plus de masse. Il suffit de les sous-peser pour s'apercevoir de leur différence de masse. Donc, pas de déterminisme. Un gros volume n'implique pas automatiquement une grosse masse.
même si souvent on peut constater qu'un gros volume amène une masse importante. Et je ne résiste pas à l'envie de vous mentionner la densité, ou plus précisément la masse volumique, qui est liée de manière intime au volume et à la masse. Si je reprends mon exemple de la boîte à chaussures, mais en ayant cette fois-ci deux boîtes de volume identiques, eh bien celle contenant les talons sera plus dense, car dans un seul et même volume, elle contient plus de matière. Voilà. Revenons à notre cher Galilée. Il s'intéresse de près à la chute des corps. Mais Galilée ne se satisfait pas de la simple observation pour comprendre les phénomènes du monde qui nous entoure. Ce qui est notable, c'est qu'il plaide pour une science par l'expérience, empirique, sur le terrain, ce que deviendra petit à petit la science au fil des siècles. En somme, de la pratique, en plus de la théorie. Il reprend alors un postulat d'Aristote, qui était décidément bien plus brillant en philo qu'en physique, postulat énoncé dans son ouvrage Le traité du ciel. Plus un corps est massif, plus il tombe vite. Dans son atelier, avec ses assistants, Galilée fait chuter des corps de forme similaire mais de masse bien différente. Et non, comme le veut la légende, depuis le sommet de la tour de Pise. Il fera cependant quelque chose, semble-t-il, d'analogue depuis le haut de l'église de Padoue, en Italie. Le constat est le suivant. Ils chutent à la même vitesse et arrivent au sol en même temps. Et c'est vrai que cela peut sembler intriguant de prime abord, car on s'attendrait intuitivement à ce que l'objet le plus lourd touche le sol en premier. La masse ne semble donc pas rentrer en ligne de compte. Il fait aussi chuter un même objet dans des milieux aux densités différentes, dans de la mélasse, de l'eau, de l'air, etc. et constate que, selon le milieu, il ne chute pas de la même manière, à la même vitesse. Il se questionne sur l'action de l'air sur les corps lors de leur chute. Il pressent que celui-ci joue un rôle important. Il expérimente une chute avec un corps lourd attaché à un plus léger, de sorte à former un tout, un système. Celui-ci tombe moins vite que le corps lourd isolément, car le corps le plus léger du système fait office de parachute pour le plus lourd, freinant de ce fait sa chute. C'est ainsi qu'il comprend que les forces de frottement de l'air viennent ralentir l'objet, et que c'est davantage la forme de l'objet plutôt que sa masse qui influencera la vitesse de chute. Il suffit de placer sa main par la fenêtre en voiture pour sensiblement s'en apercevoir. Lorsque je roule, ma main sera davantage freinée si je la place à la verticale qu'à l'horizontale. On peut par exemple citer les coefficients de traînée concernant l'aérodynamisme d'une automobile, donc la manière dont elle pénètre l'air en roulant. Une Ferrari le pénètre mieux qu'un camion. Là, il s'interroge. Dès lors, quelle serait la vitesse d'un objet si la densité du milieu était nulle, c'est-à-dire un milieu dépourvu de densité, comme du vide par exemple, ou encore un milieu où les forces de frottement pouvaient être négligées. Alors, ne pouvant expérimenter la chose dans ce vide, car un tel milieu lui était inaccessible, il procède par ce que l'on appelle une expérience de pensée, soit une expérience de l'esprit, en imaginant, en supposant une loi comme vraie, et en s'interrogeant sur ses conséquences. Il s'agit de raisonner sur ce que l'on croit savoir, et il imagine alors que dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Dans le vide, la vitesse d'un objet est indépendante de sa masse. Et d'ailleurs, cette expérience a pu être vérifiée empiriquement sur la Lune lors des missions Apollo, milieu où les frottements de l'air sont négligeables. Allez voir sur internet, c'est sympa à regarder. Galilée constate aussi qu'entre le moment où le corps est lâché et son arrivée au sol, sa vitesse a changé, et propose ainsi que la vitesse varierait de manière continue proportionnellement au temps écoulé depuis le début de la chute. Mais il ne sait pas exactement ce qui anime tout ceci. Pourquoi il en est ainsi? Il n'est pas vain de citer ensuite René Descartes, philosophe et savant français ayant vécu entre 1596 et 1650. Il a un point commun avec Galilée. Selon lui, nul objet peut se déplacer sans être poussé ou tiré.
Il y a donc aussi l'idée que rien ne s'opère entre guillemets par magie. Il y a quelque chose qui joue un rôle actif sur les corps. On progresse ainsi dans le temps avec un savant anglais du XVIIe siècle, Robert Hooke. Pour lui, tant qu'un astre ne subit pas une force, il avance à vitesse constante, en ligne droite. En réalité, un mouvement dit rectiligne et uniforme. Mais cette notion renvoie à d'autres plus complexes qui concernent un autre sujet. On verra ça sûrement plus tard. Si force il y a, l'objet est détourné et décrit une ellipse, comme l'a expliqué Kepler auparavant. Il pense également que chaque astre recèle en lui une propriété attractive. Donc jusqu'ici, nous remarquons que la conception que les humains avaient du monde a été progressivement bouleversée. Petit à petit, les notions de force ou de gravité, qui étaient originellement inconnues, commencent à émerger et à se dessiner avec précision. Il faudra encore nous intéresser à celui qui va expliquer la chute des corps de manière encore plus exacte, Isaac Newton. Mais ça, ce sera dans la suite de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses et que votre curiosité scientifique aura été attisée. Si c'est le cas, un pouce vers le haut serait le bienvenu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous laisse et vous salue bien chaleureusement. Ciao!